Quand mes parents ont commencé à avoir de sérieux problèmes, ma vie a basculé. Soudainement, je n'avais plus de lieu de résidence fixe, passant de maison en maison, dormant sur les canapés et lits d'amis tout en cherchant désespérément une solution plus permanente. La sensation d'être constamment déplacé et sans racines était étouffante. C'est alors que je suis tombé sur une annonce intéressante dans une application de location de chambres. Martin, un homme qui semblait réservé, proposait une chambre dans sa maison de 3 chambres pour un loyer mensuel de 1 000 $. L'offre était tentante, surtout compte tenu de ma situation. Dans l'annonce, Martin mentionnait qu'il serait absent la plupart du temps, ce qui me garantirait beaucoup de tranquillité. Il avait également établi quelques règles, pas de fêtes, pas de grandes réunions, pas de consommation d'alcool dans le salon, et surtout, ne pas utiliser le sous-sol. J'ai décidé de visiter la maison et de rencontrer Martin. À mon arrivée, j'ai été accueilli par un homme d'apparence ordinaire, mais quelque chose dans son comportement m'a rendu un peu mal à l'aise. Il était silencieux et semblait un peu étrange, avec une voix tremblante et hésitante qui trahissait sa nervosité. Cependant, la maison était exactement ce dont j'avais besoin. Martin m'a montré la chambre qu'il louait. Elle était de bonne taille et déjà meublée, ce qui serait très pratique pour moi. La maison avait un agencement ouvert, avec la cuisine, le salon et la salle à manger intégrés dans un grand espace. Pour 1 000 $ par mois, cela semblait vraiment une bonne affaire. Pendant que Martin me faisait visiter la maison, il a de nouveau insisté sur le fait que ni le grenier ni le sous-sol n'étaient autorisés, utilisés uniquement pour le stockage. J'ai trouvé cela un peu étrange, mais j'étais désespéré de trouver un endroit où vivre, et les règles ne semblaient pas difficiles à suivre. J'ai accepté les conditions, nous nous sommes serrés la main et, 2 jours plus tard, j'avais déjà emménagé. Nous n'avons pas fait de contrat formel, je paierai en espèces, mois par mois. En m'installant, j'ai remercié Martin de m'avoir donné la clé de la chambre, ce qui semblait être un geste gentil au début. Je ne savais pas que cette clé symboliserait le début d'une série d'événements perturbateurs à venir. M'adapter à la nouvelle maison de Martin a été plus facile que je ne l'avais imaginé. La chambre était confortable et spacieuse, et l'emplacement de la maison était pratique pour mes besoins quotidiens. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que je remarque quelque chose d'étrange. Martin était toujours à la maison. Au début, il avait mentionné qu'il serait absent la plupart du temps, mais il semblait qu'il ne sortait jamais. Pendant la journée, je le voyais rarement, mais je savais qu'il était là. Le silence absolu de la maison était parfois interrompu par des sons venant du rez-de-chaussée, suggérant qu'il se déplaçait de manière presque furtive. Parfois, je le voyais par la fenêtre du salon, assis sur une chaise et regardant dehors, perdu dans ses pensées. Son comportement reclus me dérangeait, mais j'essayais de ne pas y prêter trop d'attention. Après tout, j'avais un toit sur la tête et de l'intimité dans ma chambre. Les nuits, cependant, ont commencé à devenir troublantes. Initialement, ce n'était que de petits bruits, un grincement ici, un coup là. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, les bruits devenaient plus constants et plus forts. Je pouvais entendre des pas lourds traverser le couloir, des portes s'ouvrir et se fermer avec fracas, résonnant dans toute la maison. Souvent, ces bruits me réveillaient au milieu de la nuit, me laissant avec une sensation d'inquiétude et de malaise. Une nuit, en sortant de ma chambre pour aller aux toilettes, j'ai remarqué que la porte du sous-sol était ouverte. Une lumière faible et jaunâtre venait d'en bas, et je pouvais entendre des bruits de coups rythmés. Mon cœur s'est emballé, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, Martin est apparu au bas de l'escalier. Son visage était contorsionné de rage, et il a parlé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, me disant de fermer la porte immédiatement. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale en obéissant, fermant la porte du sous-sol avec des mains tremblantes. Cet incident m'a laissé extrêmement mal à l'aise. Les règles concernant le sous-sol et le grenier semblaient maintenant beaucoup plus sinistres. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Martin pourrait bien cacher là-bas, et les bruits nocturnes ne faisaient qu'augmenter mon anxiété. Je savais que je devais découvrir ce qui se passait, mais en même temps, la peur me paralysait. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison, et je commençais à craindre que ma décision de m'y installer ait été une grave erreur.
Les nuits devenaient de plus en plus perturbantes, et la maison qui auparavant semblait être un refuge commençait à se transformer en une prison de mystère et de peur. C'est au cours de l'une de ces nuits qu'est survenue la première grande découverte. Je venais de me coucher, essayant d'ignorer les sons de pas et de coups provenant du rez-de-chaussée, quand j'ai entendu un bruit différent. C'était un son de bois qui craque, suivi d'un léger clic. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte de ma chambre avec précaution. À ma grande surprise, la porte du sous-sol était de nouveau ouverte, et une lumière faible s'échappait par les interstices de l'escalier. Mon cœur battait la chamade, mais la curiosité a surpassé la peur. Je suis descendu les marches avec prudence, essayant de ne pas faire de bruit. En arrivant en bas de l'escalier, j'ai pu entendre clairement les coups. Le son était rythmé, presque comme si quelqu'un martelait quelque chose. C'est alors que j'ai vu une ombre se déplacer rapidement dans la lumière faible. Mon corps s'est figé de terreur. Avant que je puisse réagir, Martin est apparu devant moi, le visage contorsionné de rage. Il m'a crié de fermer la porte et de ne pas me mêler de ses affaires. Effrayé et sans réfléchir, j'ai fermé la porte avec fracas et suis retourné en courant dans ma chambre. Cet incident m'a bouleversé, mais ce qui s'est passé ensuite a été encore pire. Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison, épuisé par le travail, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de ma chambre, que je verrouillais toujours, était entr'ouverte. Je suis entré lentement et mon cœur s'est affaissé en voyant mes affaires sens dessus-dessous. Mes vêtements étaient éparpillés sur le sol et l'armoire était légèrement ouverte, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Martin. Il fallait que je le confronte. Je suis sorti de ma chambre et me suis dirigé vers le salon, où je l'ai trouvé assis, l'expression la plus tranquille et indifférente du monde. Je l'ai affronté, lui demandant ce qu'il faisait dans ma chambre et pourquoi il avait fouillé mes affaires. Martin, avec un sourire froid et indifférent, a tout nié. Il a insisté sur le fait que j'avais la seule clé de la chambre et qu'il ne savait pas de quoi je parlais. La sensation de danger était palpable. De plus en plus, je sentais qu'il y avait quelque chose de terriblement mauvais dans cette maison et que Martin cachait des secrets sombres. La peur et la paranoïa ont commencé à me consumer. Je savais que je devais quitter cette maison le plus rapidement possible, mais l'idée de partir au milieu de la nuit, sans un endroit sûr où aller, me terrifiait également. Les actions de Martin et le mystère du sous-sol devenaient de plus en plus sinistres. J'étais pris dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller, et à chaque instant qui passait, la certitude que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire grandissait en moi. Cette sensation de danger constant me consumait, et je savais que j'avais besoin de réponses. Un après-midi, alors que Martin avait enfin quitté la maison, j'ai décidé que c'était ma chance d'explorer le sous-sol. Le silence dans la maison était assourdissant tandis que je descendais les marches avec la lampe de poche de mon téléphone en main. L'odeur horrible devenait plus forte à chaque pas, une odeur putride qui me donnait presque envie de vomir. En arrivant en bas de l'escalier, j'ai illuminé l'espace autour de moi. Le sous-sol était en désordre, avec des cartons et des meubles anciens éparpillés. Dans le coin le plus éloigné, il y avait une porte verrouillée. Je m'en suis approché, mon cœur battant à tout rompre. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle n'a pas cédé. L'odeur qui en émanait était insupportable, et je pouvais entendre un léger son, presque imperceptible, de l'autre côté. Cela ressemblait à une respiration. Frustré et terrifié, je suis rapidement remonté à l'étage. Je n'avais rien découvert de plus, mais la sensation que quelque chose d'horrible était caché derrière cette porte verrouillée m'a poursuivi tout le reste de la journée. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre là. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut. Martin était à côté de mon lit, son ombre projetée par la lumière du couloir. Il m'a demandé, d'une voix étrangement calme, si j'étais allé au sous-sol. J'ai fermement nié, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Martin, avec un sourire perturbant, a suggéré que je devrais peut-être trouver un autre endroit où vivre. Mon cœur a accéléré. L'idée de rester dans cette maison une nuit de plus était insupportable. J'ai décidé de partir immédiatement.
J'ai exigé la moitié du loyer en retour, justifiant que ce n'était pas sûr pour moi de rester là. Martin, étonnamment, a accepté sans poser beaucoup de questions, me remettant $400 en espèces. Rapidement, j'ai rassemblé mes affaires et suis parti, ressentant un mélange de soulagement et de peur. J'ai passé la nuit dans ma voiture, incapable de me détendre, mon esprit repassant les événements perturbants des derniers jours. Le lendemain matin, je suis retourné chez mes parents. À ma grande surprise, ils m'ont accueilli sans hésitation. Le soulagement d'être dans un endroit sûr était immense, mais l'expérience avec Martin et ce sous-sol sinistre m'a laissé des cicatrices qui prendraient du temps à guérir. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, une question persistait dans mon esprit: qu'est-ce que Martin cachait derrière cette porte verrouillée? Je ne le saurais jamais, mais une chose était sûre, j'étais loin de ce cauchemar, et pour l'instant, c'était suffisant. Fuir la maison de Martin a été la décision la plus difficile et en même temps la plus facile que j'ai jamais prise. Mettre mes affaires dans la voiture et partir précipitamment, sachant que je n'y retournerai jamais, a été un immense soulagement. J'ai passé la nuit sur la banquette arrière de ma voiture, essayant de trouver une position confortable tandis que mon esprit ne cessait de tourner. Chaque ombre qui passait, chaque son lointain me faisait sursauter, encore prisonnier de la peur que cette maison avait implantée en moi. Le lendemain matin, fatigué et encore bouleversé, j'ai conduit de retour chez mes parents. À mon arrivée, mes parents m'ont accueilli à bras ouverts, sans poser de questions, juste soulagés que je sois de retour. La sécurité de se retrouver dans un endroit familier et sûr m'a apporté un réconfort dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin. Au fil des jours, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé dans la maison de Martin. Les bruits nocturnes, les règles étranges, son comportement reclus et cette horrible porte verrouillée dans le sous-sol. Tout cela contribuait à un mystère que je ne serais jamais capable de résoudre. Martin, avec sa voix tremblante et sa présence constante, était une énigme. Que faisait-il tout le temps à la maison? Qui avait-il derrière cette porte verrouillée? Ces questions me hantaient, mais avec le temps, le soulagement d'être loin de cette situation a surpassé la curiosité. Cette expérience m'a laissé des cicatrices, mais aussi une nouvelle perspective sur la sécurité et la confiance. J'ai appris à valoriser mon intuition et à ne pas ignorer les signes d'alerte, aussi petits soient-ils. Encore aujourd'hui, il m'arrive de penser à la maison de Martin et à ce qui pourrait être caché dans ce sous-sol. Mais, au fond de moi, je sais que certaines questions sont mieux laissées sans réponse. La curiosité peut être une impulsion puissante, mais la sécurité et la paix d'esprit que j'ai trouvée en quittant cet endroit sombre sont bien plus précieuses. Maintenant, concentré sur la reconstruction de ma vie et en laissant derrière moi ce passé troublant, je continue d'avancer, plus prudent et plus fort. Le souvenir de Martin et de sa maison sombre reste comme un avertissement constant: tout ce qui semble être une bonne affaire ne vaut pas toujours le risque. Durant ma 3e année à l'université, j'ai décidé qu'il était temps de vivre en dehors du campus. La vie en dortoir avait été amusante les 2 premières années, mais je désirais un peu plus de vie privée et d'espace personnel. De plus, je voulais un environnement plus calme pour étudier, loin des fêtes et du bruit constant des couloirs. J'ai trouvé un petit appartement à quelques pâtés de maison de l'université et, après quelques démarches administratives, j'ai emménagé. Le seul détail qui me préoccupait était le fait d'avoir un colocataire assigné par l'administration de l'université. Son nom était Lucas, et je ne savais pas grand-chose de lui avant notre rencontre. Quand Lucas est arrivé, j'ai été soulagé. Il semblait être un gars sympa. Toujours souriant, il se présentait avec une attitude amicale. Nous avons beaucoup discuté les premiers jours, partageant des histoires sur nos expériences à l'université. Il semblait être une bonne compagnie, quelqu'un avec qui je pourrais cohabiter sans problème. Lucas avait un comportement détendu et semblait toujours prêt à aider. Il m'a même proposé de me conduire jusqu'au supermarché le 2e jour. Je l'ai tout de suite apprécié. Je pensais que vivre avec Lucas serait une expérience tranquille et même agréable. Mais je ne savais pas que cette première impression ne durerait pas longtemps.
Après les premières semaines, j'ai commencé à remarquer quelques particularités dans le comportement de Lucas. Au début, ce n'étaient que des petites choses qui me mettaient un peu mal à l'aise. Il posait des questions très personnelles, comme s'il voulait tout savoir de ma vie. J'essayais de répondre poliment, mais ces questions allaient au-delà de ce que je considérais comme normal pour quelqu'un que je venais de rencontrer. De plus, Lucas avait l'habitude de fouiller dans mes affaires sans demander permission. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon carnet de notes dans le salon. J'étais sûr de l'avoir laissé dans ma chambre. Quand j'ai demandé à Lucas, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il cherchait un crayon. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai décidé de ne pas le confronter directement. Les nuits ont commencé à devenir perturbantes. Vers minuit, j'entendais des bruits étranges provenant de la chambre de Lucas, des murmures étouffés et des pas lourds. Au début, je pensais qu'il parlait au téléphone, mais les sons étaient bizarres et troublants. La curiosité et la peur ont commencé à me ronger, jusqu'à ce qu'une nuit, je ne puisse plus les ignorer. J'ai décidé d'enquêter. Je me suis approché silencieusement de la porte de la chambre de Lucas et ai collé mon oreille contre celle-ci. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Il murmurait pour lui-même, dans un ton presque incompréhensible. Soudain, il a arrêté de parler, d'une voix glaciale, a appelé mon nom. Figé par la peur, j'ai reculé rapidement dans ma chambre, essayant de contrôler ma respiration haletante et mon cœur battant à tout rompre. Les jours suivants ont été un calvaire. Les bruits nocturnes continuaient, et mon anxiété ne faisait qu'augmenter. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas comment aborder Lucas. Quand j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour le confronter, il semblait sincèrement confus et m'a dit qu'il était somnambule. Cela aurait dû me rassurer, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'il y avait plus qu'il ne révélait. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de fouiller davantage. J'ai attendu que Lucas parte pour ses cours et, avec le cœur lourd, je suis entré dans sa chambre. J'ai fouillé minutieusement, sans laisser de traces de ma présence. C'est alors que j'ai trouvé un tiroir caché au fond de l'armoire. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et mon estomac s'est retourné en voyant le contenu, plusieurs photos de moi, prises pendant que je dormais, et d'un autre garçon que je ne connaissais pas. La terreur m'a envahi. J'ai pris des photos des preuves avec mon téléphone et suis sorti de la chambre de Lucas le plus rapidement possible, l'esprit en proie à un tourbillon de peur et de désespoir. Les jours suivants ont été les plus longs et les plus terrifiants de ma vie. La découverte des photos m'avait rendu paranoïaque et je ne savais plus à qui faire confiance. Mon esprit était rempli de questions. Qui était cet autre garçon? Que voulait Lucas de moi? Pourquoi prenait-il des photos de moi pendant que je dormais? La terreur m'envahissait, et chaque mouvement de Lucas me semblait une menace. Les nuits sont devenues insupportables. Les murmures et les pas venant de la chambre de Lucas continuaient, mais maintenant je savais qu'il faisait plus que parler à lui-même. Mon anxiété a atteint un point critique. J'ai décidé que je devais confronter Lucas une fois pour toutes et mettre fin à ce cauchemar. Une nuit, alors que Lucas était dans le salon, j'ai rassemblé tout le courage que je pouvais et les confronter à propos des photos. J'ai parlé d'une voix tremblante, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais terrifié. Lucas a été surpris, mais l'expression sur son visage a rapidement changé pour quelque chose de plus sombre. Il a ri d'une manière qui m'a glacé le sang et a dit à nouveau qu'il était somnambule, prétendant ne rien savoir de ce dont je parlais. Quelque chose en moi savait qu'il mentait. La tension entre nous a augmenté, et chaque moment passé ensemble devenait insupportable. Je ne pouvais plus dormir correctement, toujours dans la peur qu'il puisse faire quelque chose de pire. La paranoïa m'a envahi, et j'ai commencé à planifier ma sortie de cet appartement. J'ai décidé que j'avais besoin de preuves plus concrètes avant de me rendre au département de logement de l'université. J'ai attendu patiemment que Lucas parte pour ses cours et, avec le cœur battant à tout rompre, je suis entré de nouveau dans sa chambre. J'ai fouillé chaque recoin, cherchant tout ce que je pourrais utiliser comme preuve. Au fond de l'armoire, j'ai trouvé un autre tiroir caché. À l'intérieur, il y avait plus de photos, non seulement de moi, mais aussi d'autres personnes, toutes prises dans des moments de vulnérabilité.
Une sensation de dégoût et de peur m'a envahi, et je savais que je devais agir rapidement. J'ai pris plus de photos des preuves et suis sorti de la chambre le plus rapidement possible, le cœur battant à tout rompre. Avec les preuves en main, je me suis précipité vers le département de logement de l'université. J'ai expliqué la situation, montrant les photos et décrivant le comportement perturbant de Lucas. Ils étaient horrifiés et ont promis de prendre des mesures immédiates. J'ai été transféré dans un nouvel appartement le jour même, et Lucas a été convoqué pour une réunion disciplinaire. Je n'ai jamais revu Lucas. Les autorités de l'université ont pris les mesures nécessaires, mais les souvenirs de ces jours me hantent encore. Les photos, les murmures, et le regard sinistre de Lucas sont des choses que je ne pourrai jamais oublier. Quand j'ai enfin emménagé dans mon nouvel appartement, je pensais que mes problèmes étaient résolus. Cependant, les souvenirs de ce que j'avais découvert dans la chambre de Lucas continuaient à me hanter. Chaque nuit, je revivais la terreur d'entendre ces murmures et ces pas qui semblaient ne jamais cesser. J'étais en sécurité physiquement, mais mon esprit était encore piégé dans cette spirale de peur et de méfiance. Une nuit, après m'être installé dans mon nouvel appartement, j'ai décidé de revoir les photos que j'avais prises des preuves. Mon cœur s'est emballé en examinant chaque image. Il y avait quelque chose de perturbant dans le visage du garçon inconnu sur les photos de Lucas. Je ne pouvais pas écarter la sensation qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela. J'ai décidé de faire des recherches sur ce garçon. Avec l'aide de quelques amis et des réseaux sociaux, j'ai finalement trouvé une piste. J'ai découvert qu'il était un ancien élève de notre université, qui avait mystérieusement disparu quelques années auparavant. La police n'avait jamais trouvé aucune piste sur son sort, et l'affaire avait été abandonnée. Mon sang s'est glacé en réalisant que j'aurais pu être le prochain sur la liste de Lucas. Terrifié par cette nouvelle révélation, j'ai contacté les autorités et partagé ce que j'avais découvert. L'enquête sur Lucas a été rouverte, et la police a commencé à examiner les détails de la disparition de l'ancien élève sous un nouvel angle. Je savais que je devais rester à l'écart, mais la peur que Lucas puisse encore être en liberté me rendait paranoïaque. Alors que l'enquête se poursuivait, j'essayais de reprendre ma vie, mais chaque ombre et chaque bruit inattendu me faisait revivre la terreur que j'avais vécue. Le simple fait de sortir de chez moi la nuit était devenu un défi. Je me barricadais dans ma nouvelle chambre, vérifiant sans cesse que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Une nuit, alors que j'étais dans ma chambre en train d'étudier, j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était d'un numéro inconnu. En ouvrant le message, mon cœur a presque cessé de battre. C'était une photo de moi, prise devant mon nouvel appartement. L'image était récente, prise cette même nuit. La terreur m'a envahi. J'ai immédiatement pris mon téléphone et appelé la police, mais pendant que j'expliquais la situation, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était une courte vidéo. Dans la vidéo, quelqu'un chuchotait mon nom dans le même ton perturbant que Lucas utilisait. Il était là, me surveillant, et je savais que je n'étais pas en sécurité, même dans mon nouveau chez-moi. La police est arrivée rapidement et a fouillé tout le bâtiment, mais ils n'ont rien trouvé. Lucas semblait avoir disparu sans laisser de traces, mais les preuves qu'il me surveillait étaient claires. Mes nuits sont devenues un cycle interminable de terreur et d'anxiété, toujours dans l'attente du prochain mouvement de Lucas. Les semaines suivantes ont été un brouillard de peur et de vigilance constante. Chaque bruit, chaque ombre, semblait annoncer la présence de Lucas. Je ne pouvais plus dormir, je pouvais à peine manger. Mon rendement académique a commencé à chuter, et ma santé mentale était en lambeaux. La police faisait ce qu'elle pouvait, mais sans indice concret, Lucas restait un fantôme hantant mes jours et mes nuits. Une nuit, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient trouvé une piste qui pourrait enfin les mener à Lucas. L'un des détectives, d'une voix grave, m'a expliqué qu'ils avaient retracé le numéro des messages que j'avais reçus jusqu'à une adresse dans les environs de la ville. C'était un bâtiment abandonné, un endroit parfait pour quelqu'un qui voulait se cacher et observer ses victimes. La police a monté une opération pour arrêter Lucas. Ils m'ont conseillé de rester dans un endroit sûr, loin de mon appartement, jusqu'à ce que la situation soit résolue.
Je suis allé chez un ami en qui j'avais une confiance totale, et j'ai attendu avec impatience des nouvelles. Les heures ont passé lentement, chaque minute plus torturante que la précédente. Enfin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. La police avait investi le bâtiment et trouvé Lucas. Il était dans un état déplorable, entouré de photos et d'effets personnels non seulement à moi, mais aussi de nombreuses autres victimes. Parmi les preuves, ils ont trouvé des journaux détaillant ses obsessions et ses plans. Lucas a été arrêté et placé en détention. Les nouvelles de son arrestation se sont rapidement répandues sur le campus, et un sentiment de soulagement m'a envahi. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer sans le poids constant de la peur. Cependant, même en sachant qu'il était derrière les barreaux, les cicatrices psychologiques restaient. Retourner à mon appartement n'a pas été facile. Chaque recoin portait encore les souvenirs de ces jours de terreur. J'ai passé des mois en thérapie, essayant de reconstruire ma vie et de retrouver la paix d'esprit. Peu à peu, j'ai commencé à reprendre le contrôle. Le soutien d'amis, de la famille et de professionnels m'a aidé à trouver une nouvelle normalité. Cependant, les souvenirs de ces photos, des chuchotements et du regard perturbant de Lucas me hantaient encore. Je savais que je ne pourrais jamais effacer complètement ce qui s'était passé, mais j'étais déterminé à aller de l'avant. Les nuits étaient difficiles, et le sommeil restait un visiteur rare, mais j'apprenais à vivre de nouveau. Je n'ai plus jamais eu de contact avec Lucas, et j'espère ne jamais en avoir. Il a été condamné pour ses crimes et, à ma connaissance, il restera en prison pendant de nombreuses années. L'université a pris des mesures pour garantir la sécurité des étudiants, et le cas de Lucas est devenu un avertissement sombre pour tous. Les souvenirs de ces jours de terreur resteront toujours avec moi, mais j'ai décidé d'utiliser cette expérience pour aider les autres. J'ai commencé à partager mon histoire, non seulement comme un moyen de guérison, mais aussi pour alerter et protéger les autres. La vie a continué, et malgré les cicatrices, j'étais déterminé à ne pas laisser la peur définir mon avenir.